prends l'huile d'olive, premièrement, quand je prends l'huile d'olive, j'ai travaillé avec les gens les plus gros du nord du Maghreb. J'avais un patient qui fait 265 kilos. Juste en Atalance. On n'a pas trouvé un lit opératoire. Et bien, il n'y a pas un lit opératoire en Europe qui supporte 265 kilos. Donc, on était obligé de descendre à 208. Il était hospitalisé à la clinique Chirurgie. Et on l'a pris en charge. Maintenant, on est à 180. L'huile d'olive, quand je prends l'huile d'olive, parce que là, il ne faut pas m'approcher de l'obésité. Tout le monde s'intéresse à l'obésité. Pourquoi? Parce que c'est un produit qui est externe. Mais les aliments qui font grossir sont aussi des aliments qui causent le cancer. C'est les fritures, c'est les sucreries, et ainsi de suite. Quand je prends l'huile d'olive, premièrement, quand je prends l'huile d'olive, j'évite, le patient ne grignote pas. Parce que l'huile d'olive, 1 gramme, c'est 9 kilocalories. 1 gramme, c'est 9 kilocalories. C'est comme les gens qui demandent aux patients obèses de ne pas prendre le pain. C'est faux. Parce que s'il ne prend pas le pain, c'est quoi? Il ne va pas avoir du sucre lent, donc il va faire ça, et la glycémie va descendre, va baisser, et du coup, il va grignoter. La même chose l'huile d'olive. Quand vous prenez l'huile d'olive, parce que la digestion, c'est à la hasab des calories, ou à la hasab de la quantité. L'huile d'olive, 1 gramme, c'est 9 kilocalories. Moi, je préfère donner aux patients l'huile d'olive, parce que quand on parle d'obésité, c'est dire que le patient, déjà, a des perturbations dans son corps. Il n'y a pas, à part l'obésité, il y a beaucoup de problèmes dans son corps pour arriver à l'obésité. Donc, quand je prends un patient obèse en charge, il faut que j'équilibre le tout. Équilibrer le tout, ça veut dire il faut reconstituer ses réserves en vitamines. Comment je vais reconstituer ses réserves en vitamines? Bien sûr, l'huile, parce que l'huile d'olive est égale à la noire. Moi, je ne supprime jamais l'huile d'olive. J'avais un enfant de 8 ans, 80 kilos. Imaginez, 8 ans, 80. Et avec les deux patients, et j'ai plusieurs. Pardon? Je lui ai laissé l'huile d'olive, madame. Et on est arrivé maintenant à 46 kilos. Pourquoi? Parce que l'huile d'olive, ça c'est par expérience. Quand je prends l'huile d'olive le matin, avec du pain et du thé, je ne grignote pas à 10 heures. Je ne grignote pas. Mais si je grignote, je vais prendre un fruit. Mais si je prends un petit déj avec du pain, par exemple, avec de la confiture et du thé, là je vais grignoter juste après, parce qu'une hypoglycémie suite à une hyperglycémie. Mais par contre, quand je prends l'huile d'olive, non. Et l'huile d'olive, il corrige l'hypercholestérolémie. La plupart des patients obèses, ils ont l'hypercholestérolémie. Ils ont une dyslipidémie, hypercholestérolémie, hypertriglycéridémie. Quand je prends l'huile, sauf, il faut juste avoir de la bonne huile d'olive. Attention. Voilà, donc là, il faut avoir la bonne huile d'olive. Donc ça, bien sûr, ça c'est pas à moi de le gérer. Mais sur le plan scientifique, s'il vous plaît, si vous avez, à part en cas de pathologie, en cas de pathologie, comme j'ai dit tout à l'heure, d'ailleurs on va le voir, en cas de pancréatite, en cas de cholestectomie, et ainsi de suite, là bien sûr on supprime l'huile d'olive parce qu'il ne faut pas donner des copies. Mais en cas d'obésité, en cas de diabète, en cas d'hypertension artérielle, en cas d'insuffisance rénale, en cas de maladie cardiovasculaire, donnez l'huile d'olive. Alors je répète, j'insiste plus récent, il faut juste être sûr de la nature de cette huile d'olive. D'autres questions? Non? On va commencer avec quelques pathologies du tube digestif. Donc on va commencer avec le reflux. Et donc en fait j'ai essayé de donner des menus types et adaptés au contexte marocain. Parce que c'est vrai que pour les recommandations c'est facile de le trouver sur internet. Et malheureusement sur internet on trouve les petits pains, etc., etc. Donc là j'ai essayé d'adapter les menus types par rapport au contexte marocain. Donc bien sûr le principe vous le connaissez mieux que moi, c'est éviter le reflux du contenu gastrique dans l'œsophage. Les conseils généraux, donc c'est dormir en position semi-assise, ne pas s'allonger dans les 3 heures, ne pas manger, etc. Ça aussi vous le connaissez mieux que moi. Alors, le premier conseil, éviter les repas trop copieux. Ça c'est un conseil qui est très important. Pourquoi? Parce que malheureusement, on le traduit mal avec les patients. C'est-à-dire quand j'entends parler, quand je lui dis éviter les repas trop copieux, ça veut dire quoi? Ça veut dire quand je vais parler au patient en golo, d'accord? Mais le problème en fait c'est que on a l'habitude de prendre 3 repas principaux. Petit déjeuner, déjeuner, dîner. On n'a pas la notion de collation. D'accord? Donc quand je demande au patient, surtout aux légers, etc. Donc je te dis, mais tu le repas et il ne récupère pas. Et après on tombe dans la dénutrition. Il perd du poids. Et ça c'est un problème. Donc qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là? On va voir, c'est qu'il faut donner plusieurs repas. Peut-être séparer le petit déjeuner en deux, le déjeuner en deux, le dîner en deux. Parfois c'est difficile avec les contraintes du travail, etc., surtout que c'est des étudiants, mais normalement c'est ce qu'il faut. Donc il faut manger lentement. Donc ce conseil, manger lentement, massivement soigneusement les aliments, c'est un conseil qu'on utilise dans toutes les pathologies gastro-intestinales. Mais par contre, est-ce que vous savez qu'est-ce que ça veut dire mastiquer soigneusement? Ça veut dire qu'il faut mâcher combien de fois avant d'avaler à votre avis? Qui peut dire un chiffre? 7 fois plus. Plus que 20. Il faut mâcher combien de fois avant d'avaler? Je sais que je ne sais pas, ça je le sais.
Les enfants, exactement. Mais ça dépend déjà de la texture, ça dépend. D'une manière générale. Alors normalement, exactement. Alors normalement tu dis qu'il faut mâcher 30 fois avant d'avaler. D'accord, 30 fois. C'est bien. C'est bien. Non, il n'y a que de la soupe au dîner, donc on n'aurait pas besoin d'en mâcher. Donc normalement, ça, parce que l'estomac il n'est pas fait, ça c'est des choses que vous connaissez mieux que moi. Donc normalement il faut avaler, puis je la texture, et en tant que gastro, moi j'aime bien le hadith qui est c'est la clé de la prévention des maladies gastro-intestinales, croyez-moi. Parce que la plupart, et la majorité des maladies maintenant, c'est parce que et l'obésité c'est ça. L'obésité c'est qu'on mange. Parmi les conseils maintenant qu'on donne à l'échelon international, croyez-moi, aux États-Unis pour traiter les obèses, on leur demande actuellement, les conseils ont changé, c'est 3 repas par jour. L'OMS, parmi les conseils 2014, il va supprimer le conseil de 3 repas par jour. Manger à sa faim. C'est les conseils maintenant de nutrition, c'est les nouveaux conseils. Il faut manger 3 jours. Le problème des c'est qu'on en connaît 5 jours. Et c'est ça le problème. C'est-à-dire qu'on n'utilise jamais nos réserves en lipides. Parce que la faim, c'est quoi? C'est quoi jeûne? Jeûne, c'est l'hypoglycémie. Donc quand j'ai l'hypoglycémie, ça veut dire qu'il y a jeûne. Mais par exemple, c'est que nous خدامين à midi, donc j'ai le jeûne. ما كليناش شوش جينا بعد. ما تبقاش فينا الجوع. تنقولوا حنا مشاو وقت الغدا ما بقاش فينا الجوع. Mais ça c'est quoi? C'est que les lipides خرجوا من les réserves ودازوا عطاونا les glucides باش عطاونا l'énergie. Normalement, c'est ce qu'on doit faire chaque jour. خاصنا نحسوا بالجوع. النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن قوم لا ناكل حتى نجوع. Et le fait de jeûner va nous permettre d'utiliser nos réserves en glucides. Et des réserves en lipides, pardon. Parce que ce qu'on fait malheureusement, on brûle que les glucides. On n'arrive jamais à l'utilisation des lipides. Tu as fait trop de الصباح في الدار, tu as l'heure de les glucides. Mais tu as joué tu as le buffet à 10h, on mange. Au déjeuner, on mange. À 14h, on mange. À 18h, on mange. C'est-à-dire qu'on renouvelle tout. Bien sûr, je ne parle pas de l'activité qui est maintenant égale 0. Donc, on brûle toujours que les glucides et on stocke les lipides. Et c'est parmi les causes de plusieurs pathologies. Donc, il faut éviter aussi les repas riches en matières grasses et surtout les fritures. Il faut boire toujours en dehors des repas. Donc, l'alcool est supprimé, les boissons gazeuses, le café, les jus d'agrumes, jus de citron, jus de pamplemousse, jus d'orange, les aliments riches en matières grasses, le chocolat et les aliments trop épicés. Alors, donc là, j'ai essayé de préparer un menu type. Pardon. Pourquoi des repas trop épicés? Parce qu'il y a des justificatifs. Oui, il y a des études en fait qui ont montré, par exemple au Japon, parmi les maladies les plus qu'on trouve beaucoup au Japon, c'est les maladies du cancer du tube digestif. Et c'est suite aux épices qu'on met dans les aliments. Donc les études montrent qu'il y a une relation entre les épices et les pathologies, surtout les régions. C'est comme l'étude française qui vient de sortir, qui ont montré que la consommation de 60 grammes de charcuterie 3 fois par jour. 60 grammes 3 fois par jour, 60 fois 3, ça fait 180 grammes de charcuterie. 180 grammes, c'est de la. Donc 180 grammes de charcuterie augmente le risque d'apparition du cancer de l'estomac de 25%. Donc, c'est des études qui montrent ça. C'est vrai, c'est que parfois en fait, les régimes gastro-intestinales, et ça il faut le dire toujours, j'ai oublié de le dire au début, c'est qu'il n'y a pas des conseils qu'on peut appliquer à tous les patients. Après, il y a la tolérance. Surtout en cas d'ergio, en cas de gastrite, en cas d'ulcère. Il y a des patients qui peuvent tolérer un aliment, il y a d'autres patients qui ne vont pas le tolérer. Mais d'une manière générale, à travers les études, donc quand on a, par exemple, ils ont trouvé que les aliments épicés aggravent le risque d'ergio, donc il faut mieux les supprimer. Donc là, j'ai donné un petit, bien sûr, les quantités c'est juste pour là, mais donc c'est un menu type adapté au contexte marocain, donc 50 grammes de pain, fromage, miel, confiture si on peut, donc du yaourt, du café au lait léger, des dattes ou un fruit. Au déjeuner, donc là on peut soit commencer par le pain et la viande plus les légumes, soit faire le contraire, ça dépend du patient ce qu'il préfère. Donc 2 heures après une salade plus un fruit, donc il faut toujours une ration de crudité, après du yaourt, du thé, du pain, du fromage, une soupe de salade le soir. Donc le principe en fait, c'est de ne pas donner des repas copieux.
C'est vrai que c'est un peu difficile, je le redis encore une fois, surtout pour les gens qui travaillent, la disponibilité, etc. Mais c'est les règles de la prise en charge. Il n'y a pas de dessert. Pardon? Donc il y a le fruit ici, et il y a le fruit ici. Le fruit, il faut toujours le consommer en dehors des repas. Si vous consommez le fruit en dehors, c'est-à-dire avant ou en dehors, parmi les causes de l'apparition des gaz, c'est la consommation des fruits et des produits crus juste après le repas. Pourquoi? Parce qu'ils doivent rester longtemps au niveau de l'estomac pour la digestion. Et c'est des sucres rapides qui se fermentent. Et la fermentation dégage les gaz. Donc parmi les conseils qu'on donne, c'est qu'il faut toujours consommer les fruits. En fait, pas seulement les fruits. Les fruits, tout ce qui est sucré, les gens qui ont l'habitude par exemple de prendre du chocolat juste après, une glace juste après, un gâteau juste après. Donc ça, il faut éviter. Tout ce qui est sucre rapide, il faut mieux éviter juste après le repas. Donc c'est toujours en dehors. Et la meilleure des choses, c'est bien sûr 2 heures après. C'est comme les laits et les produits laitiers. Vous savez, les laits et les produits laitiers, on consomme les laits et les produits laitiers, c'est pour leur richesse en calcium. Mais le calcium, il y a des substances qui empêchent l'absorption du calcium. Bon, le lait, je sais, le lait c'est des protéines, des lipides, des glucides, c'est parmi les rares aliments qui contiennent ces substances. D'ailleurs, on va le voir tout à l'heure, d'où l'importance de consommer des laits et des produits laitiers chaque jour. Malheureusement, les Marocains ne le font pas. Mais on mange aussi le lait pour la richesse en calcium. Et c'est pour ça, moi, parmi les conseils que je donne toujours aux parents, vers 10h, les évacuations de 10h et de 16h, donnez à vos enfants un produit laitier, non pas un biscuit. Pourquoi? Parce que quand vous donnez un produit laitier en dehors du repas, vous augmentez l'absorption du calcium. Parce que l'absorption du calcium, c'est une absorption qui est compétitive. Il y a des substances qui empêchent l'absorption du calcium. Parmi ces substances, il y a l'acide phytique. Mais attention, l'acide phytique dans le pain qui est fabriqué par khmira al-diara. L'acide phytique ou le khobz qui est fabriqué par khmira al-bidiya, il y a donc l'absorption du calcium mieux que le pain de l'olive. Donc il y a après le phosphore. Le phosphore qui empêche l'absorption du calcium. Et le phosphore, on le trouve dans tous les aliments. C'est-à-dire que si vous mettez du pain par exemple avec du fromage, vous n'avez pas bénéficié beaucoup du calcium. C'est pour ça qu'il faut toujours le consommer après. Et il y a aussi, il faut mieux ne pas donner à vos enfants du chocolat avec le lait. Donnez le lait seul, sans chocolat. Les gens qui mettent du chocolat sbah, il ne faut pas mettre du chocolat. Il faut prendre le verre de lait à terre. D'accord? Donc essayez de donner des produits laitiers au petit-déj et à 10h. Et je le répète encore une fois, ce n'est pas question de prix. D'ailleurs, on va le voir tout à l'heure, parce que le yaourt il coûte 2 dirhams, le biscuit coûte 2 dirhams. Donc il faut bien un yaourt qu'un biscuit. Et là, il y a des publicités mensongères, parce qu'il y a une publicité sur laquelle vous faites très attention. Et là, en fait, je parle aussi aux gens de la centrale laitière, c'est qu'il y a un biscuit, les dérivés, il est riche en calcium. D'accord? Et ils mettent le consommateur en erreur. Parce que peut-être qu'il contient du calcium, mais c'est un biscuit qui contient de la farine, c'est de l'acide phytique, c'est du phosphore, et il contient du chocolat, c'est du magnésium. Donc l'enfant, en mangeant ce biscuit, il ne va pas bénéficier du calcium du tout. Donc les parents de 56 avec le biscuit fait le calcium, tu comprends, le biscuit. C'est vrai, peut-être qu'il y a une teneur du calcium, mais c'est faux, c'est pas comme le lait. Le lait, la quantité, le rapport calcium-phosphore est supérieur à 1. Ça veut dire que le calcium passe et le phosphore passe pas. Dieu a bien fait les choses. Les laits et les produits laitiers sont connus par leur richesse en calcium. Mais ces publicités-là, il faut faire très attention à elles. Donc bien sûr, il ne faut pas oublier la semoule, le boula, les légumes secs, tout ce qui est lentilles, pois chiches, bessara, et ainsi de suite. En cas de sténose, donc sténose de l'œsophage, donc l'important c'est de donner une texture molle, voire liquide. Donc une ration hyper énergétique, hyper protéique, avec les bon, je ne fais pas de publicité, mais c'est le seul produit, bon pas le seul, mais parmi les produits pour voir qualité-prix Kane, c'est Fortimel, après donc il y a Nutrisant, qui est un peu cher. Après, un autre produit qui s'appelle, je ne sais pas si ça existe toujours, c'est Protidose, qui est riche aussi en protéines et en calories, c'était poudre, mais bon, Fortimel est... Donc là, le plus important en fait, en cas de sténose d'œsophage, c'est de donner une alimentation liquide, molle et hyper énergétique pour éviter la dénutrition toujours. D'accord? Donc là, on va voir, on va donner surtout des purées de légumes. Et là, pourquoi pas ne pas donner par exemple ce qu'on mangeait avant, donc avant on consommait du boulaf sabah. D'accord, avec du lait. Donc pourquoi ne pas la donner aux patients? Pourquoi ne pas enlever ça à la sabah? Après, donc 2 heures après, du yaourt ou du lait, puisque c'est des substances, comme j'ai dit tout à l'heure, donc le lait il apporte 3 substances énergétiques, protéines, lipides et glucides. Donc au déjeuner, une purée de légumes avec des soupes enrichies. Donc ça, il faut toujours surtout insister sur ce point. C'est enrichir les soupes et enrichir les plats. Parce que les gens, ils ont l'habitude de faire par exemple des soupes, au lieu de faire des purées, mais ils ne les enrichissent pas. Donc on peut ajouter de l'huile d'olive, on peut ajouter du beurre, on peut ajouter du fromage, on peut ajouter de la viande, du poisson, du poulet, pour enrichir un petit peu. Parce que le principe, c'est de donner une petite quantité, mais avec beaucoup de calories.
Donc après, on peut donner le Bessara aussi. C'est un plat qui est riche en protéines, riche en glucides et riche en calories. Après, c'est des compotes de fruits, c'est des yaourts. Et le soir, c'est des soupes enrichies aussi. Alors, en cas de varice œsophagienne, donc le principe, c'est d'exclure tout aliment qui peut irriter l'œsophage. Donc, on évite le crouton de pain. Et là, en fait, juste entre parenthèses, je vais ouvrir la parenthèse, c'est-à-dire le biscotte. Le biscotte, parmi les gens, il le donne beaucoup pour les obèses, là, pour les diabétiques, c'est faux. Le biscotte, il augmente la glycémie, il ne la diminue pas. Pourquoi? Parce que tout simplement, le biscotte, c'est quoi? On le sèche, il n'y a pas d'eau. Donc, la concentration en glucides augmente. Donc, il ne faut plus donner les biscottes, que ce soit aux obèses ou là, aux patients diabétiques. En cas de gastrectomie, donc l'objectif c'est de faciliter la digestion suite à une modification des fonctions digestives et surtout il faut favoriser la reprise du poids en cas de perte. Donc là en fait c'est surtout des expériences que j'ai vécues au niveau de la MCC, au niveau de Rabat et j'ai remarqué en fait qu'il y a beaucoup de patients dénutris. Pourquoi? Parce qu'ils savent, premièrement ils ne savent pas quoi manger et ils ne savent pas comment manger. Donc ils tombent dans la dénutrition. Et après le problème ça vient. C'est pour ça que j'insiste beaucoup sur l'éviter, c'est-à-dire j'insiste sur l'apport calorique et sur le fait d'éviter la dénutrition. Donc, en cas de gastrectomie, donc, il faut fractionner les repas, donc 6 à 8 repas par jour. Il faut boire principalement en dehors de repas, manger donc, régulièrement, etc. Éviter les aliments brûlants ou glacés, et ne pas tremper les aliments, parce que les gens, généralement, ils trempent le pas, par exemple, dans un thé, ou le flib ou la flima, et ça va gonfler l'aliment, et ça va remplir l'estomac, et du coup, on va apporter peu de calories. Donc, on demande toujours aux patients de ne pas tremper les aliments dans un liquide. Donc il faut éviter les préparations qui sont volumineuses mais qui sont peu nutritives. Et donc l'objectif c'est toujours enrichir ces aliments. Et parfois donc, on est obligé de supplémenter en calcium, en fer et en certaines vitamines comme la vitamine B6 et la vitamine B12. En cas de pancréatite aiguë, donc l'objectif c'est de mettre le tube digestif au repos. Parfois donc on a une alimentation parentale exclusive. Donc, c'est la reprise de l'alimentation orale, bien sûr après votre accord médical. Donc, on passe à une alimentation pauvre en graisse, puis normale, équilibrée, et suppression totale et définitive de l'alcool. Après, donc, il faut donner une ration hypercalorique, hyperprotidique, normolipidique, et surtout quand on supprime les glucides, surtout chez les patients diabétiques. Et l'objectif toujours, c'est d'éviter de corriger l'amaigrissement ou la dénutrition. Donc là, c'est un régime un petit peu sans lipides. Donc, dans soit en cas de pancréatite, ou là en cas de par exemple, de cholécystectomie. Donc, en cas de cholécystectomie, c'est 0 lipides. Donc, c'est après 3 mois, 4 mois, 5 mois qu'on commence à introduire progressivement. Donc, regardez, là c'est 0% lipides. C'est des sucres, c'est des protéines, mais pas de lipides. Après, il faut introduire progressivement. D'accord? Parce que le patient ne va pas rester toute sa vie avec un régime sans lipides. Mais il faut introduire progressivement des aliments. Donc, on commence par les fromages light, par exemple, avant de donner une portion de fromage normal. Donc, on commence par cet aliment qui contient peu de lipides, ou là, par un lait, par exemple, 0%. Donc, je dis au patient de consommer, de prendre, par exemple, après reprise d'une alimentation normale, je lui demande de commencer par une ration de fromage light au petit-déj. Et il faut attendre la réaction. Est-ce que le patient va accepter ou pas? Après, on commence par une cuillère à café d'huile d'olive par jour. La viande maigre, après 6 mois, et selon la tolérance du patient, on passe à une alimentation normale. Parfois, ça prend 7 mois, parfois, ça prend 1 an. Donc, ça dépend de la tolérance du patient. En cas de parenthèse, oui. La pancréatite chronique est vraiment rarissime. Oui. Quasiment exceptionnelle. Oui. Oui. C'est pour ça que j'ai dit en cas de cholécystectomie aussi. C'est en cas de cholécystectomie, on donne un régime 100% liquide juste après l'opération. Alors en cas de cirrhose, donc bien sûr en cas de cirrhose, donc on a aussi, il y a la cirrhose et il y a les complications de la cirrhose. Et c'est pour ça qu'on va voir donc aussi le régime sans sel. Donc c'est une suppression absolue définitive de l'alcool, donc une ration hyper énergétique, hyper protidique et surtout, donc hyper énergétique, c'est pour ça que j'ai mis qualitative. Qualitative, on se base beaucoup sur les protéines d'origine végétale. Pourquoi? Parce que les protéines d'origine animale, c'est l'azote, c'est l'ammoniac qui est transformé en neuropathique en urée. Et donc là, c'est des substances qui sont neurotoxiques. Et donc c'est pour ça, en fait, on donne beaucoup de protéines, mais d'origine végétale et non pas d'origine animale. Donc un régime, surtout en cas d'œdème ou d'acide, donc un régime désodé, restriction hydrique aussi. Et là, on va passer au régime sans sel.
Parce qu'en fait, c'est parmi les tueurs en silence, c'est là les maladies rénales, donc ne cesse d'augmenter. Et parmi les causes des maladies rénales, que ce soit le syndrome néphrotique ou l'insuffisance rénale, donc parmi les causes, c'est ce poison blanc. Est-ce que vous avez une idée combien nous consommons par jour de sodium? Nous consommons beaucoup. Nous consommons à peu près 16 grammes de sel au Maroc. 16 grammes de sel, de NaCl. Et quand je dis sel, c'est pas. Bon, ça que le sel. Après le sodium, il y a les autres aliments. Parce que le NaCl, il contient 40% de Na+, et 60% de Cl-. Donc nous avons une alimentation trop riche en sodium. Et c'est parmi les causes en fait de l'hypertension et ainsi de suite, parmi les causes de stress aussi. Et surtout en fait, bon, je suis actuellement dans un service de néphrologie et on voit malheureusement en fait parmi les causes de l'insuffisance rénale et parmi les causes en fait des maladies rénales, c'est la forte consommation et la forte utilisation de ce poison blanc qui est le sodium qu'on appelle maintenant un tueur en silence. Donc normalement le corps Diana, il a besoin de 3 grammes de sodium par jour, pas plus. Nous consommons à peu près 6 à 8 grammes par jour, à peu près le triple de ce qu'on a besoin. Malheureusement, c'est pour ça, comme j'ai dit tout à l'heure, Dieu, tous les aliments, subhanallah, tous les aliments naturels sont pauvres en sodium. Ils ne dépassent pas 30 mg, 40 mg, 60 mg, parce qu'on n'a pas besoin de beaucoup de sodium. Et les aliments naturels sont riches en potassium. Le sodium, petite là, l'attention, le potassium, un petit potassium. Mais malheureusement, les aliments industriels sont tous riches en sodium, parce que c'est un agent de conservation. Donc si vous prenez par exemple un jus d'orange, parce que les gens ils pensent que le sodium c'est toujours lié au goût salé. Et ça c'est faux. Parce que quand je prends par exemple un jus d'orange conserve, il est sucré mais il contient du sodium. Il n'est pas salé parce qu'il ne contient pas du NaCl, il contient que du Na+. Les bonbons, ils contiennent du Na+. Les chewing-gums, les pâtisseries, les gâteaux, les biscuits et ainsi de suite. Donc nous ingérons beaucoup de sodium par jour. Donc évitez s'il vous plaît de diminuer votre consommation du sel. Donc le régime sans sel, il y a 3 types de régime. Donc il y a ce qu'on appelle le régime sans sel large, qui apporte entre 1 à 2 grammes de sodium par jour. Après il y a le régime sans sel relatif, qui apporte entre 400 à 1000 mg de sodium par jour. Donc ces deux types de régime, quand est-ce qu'on les donne et quand est-ce qu'on les prescrit? Donc là généralement, c'est quand j'ai le patient par exemple, il a un seul facteur de risque. Le patient il a seulement une hypertension artérielle découverte récente. Donc je commence par 2 grammes. 2 grammes, comment on peut la réaliser? Si je demande au patient, d'accord? Mais si le patient garde toujours une hypertension artérielle, bien sûr, je ne vais pas diminuer à 1. 1, ça veut dire quoi? Je supprime le sel d'ajout définitivement. Et là, le relatif, c'est que je supprime le sel d'ajout et je supprime aussi les aliments conserves. C'est un concept qu'on donne rarement. Et on demande pourquoi le patient n'a pas répondu. C'est-à-dire que le patient dit mais il prend toujours du jus d'orange conserve. Il prend toujours des aliments, une matière de conserve. Donc tous les conserves contiennent du sodium. Donc si j'ai plusieurs facteurs de risque, le patient est hypertendu, il prend de la corticothérapie, il a des œdèmes, il a un acide, et ainsi de suite. Donc là, il faut donner le relatif. Et donc c'est la suppression du sel d'ajout plus les aliments riches en sodium qui sont les conserves. L'alimentation pauvre en résidus, ça aussi c'est un régime qu'on prescrit beaucoup en cas de problème gastro-intestinal. Donc le principe c'est de réduire les résidus alimentaires dans l'intestin et de mettre partiellement l'intestin au repos, un outil intestinal, préparer les intestins et ainsi de suite. Donc il faut faire la différence entre alimentation pauvre en résidus et alimentation à fibres tendres. Le régime pauvre en résidus, on va le voir, c'est un régime bien sûr qu'on ne peut pas garder tout le temps. C'est-à-dire qu'on supprime tous les légumes, que ce soit frais, surgelés, déshydratés, crus ou cuits. Et ça généralement c'est la veille de l'examen ou la veille de l'opération. C'est 24 heures avant. Je demande au patient de ne pas prendre les légumes, de ne pas prendre les fruits. Donc il prend que le bouillon de légumes, d'accord? Et que le jus d'orange passé, spray. Donc tous les fruits aussi sont à éviter et tous les céréales. Donc ça c'est 24 heures avant, c'est pauvre en résidus. Donc on peut garder le bouillon, comme j'ai dit, on peut garder les tisanes, on peut garder le thé et on peut garder les jus d'orange passés. Après à fibre tendre, c'est différent. À fibre tendre qu'on donne, par exemple, si on veut préparer le patient, par exemple pour un examen, une semaine avant, je commence à J-7 et je commence par le régime à fibre tendre. Ça veut dire quoi le régime à fibre tendre? C'est que je ne donne pas de crudité. Pas de crudité, pas de céréales complètes, pas de légumes secs, pas de fruits secs. Ça, c'est les bases de régime. Un patient par exemple qui a une diarrhée, l'ACH, je prends et il fait une diarrhée. Donc c'est un régime à fibre tendre. Fibre tendre, c'est les légumes qui sont bien cuits, les fruits aussi, donc les compotes de fruits, mais pas de céréales complètes, pas de friture, et ainsi de suite. Donc là, il faut faire la différence entre les deux types de régime.
Donc déconseillé, c'est les légumes verts crus. Et voilà, donc les fruits secs, les céréales complètes, les fruits oléagineux et les aliments riches en fibres alimentaires. Donc c'est des régimes qu'on prescrit dans plusieurs pathologies, par exemple en cas de résection d'eau grêle, donc c'est une nutrition entérale. Après, en cas de maladie de Crohn ou de RCH, donc si le patient a une diarrhée, je donne la fibre tendre. Si le patient a une constipation, c'est le contraire, je donne les fibres alimentaires. Si vous avez des patients qui font une diarrhée, donc donnez minimum une ration de crudité par jour, une assiette. Les choux, tous les légumes peuvent être mangés crus. Minimum 2 à 3 pains par jour. Passez du pain blanc au pain complet. Pain bnukhala ou la fous bchir. Donnez le boulet de chir par exemple à boire. Et ça, c'est un régime qui est riche en fibres alimentaires et qui nous aide parfois à corriger ce problème de constipation. Bien sûr, si la cause est alimentaire. Donc la même chose en cas de colectomie, donc toujours un fibre tendre pendant 15 jours, puis reprise d'une alimentation équilibrée. Donc ça dépend bien sûr après de la tolérance des patients. Donc en cas de diarrhée, comme on a vu, c'est un régime à fibre tendre, donc on diminue l'apport en fibres alimentaires. En cas de constipation, c'est le contraire, comme je viens de dire, donc on donne beaucoup de fibres alimentaires, donc on donne au moins une ration de crudité, 2 rations de légumes cuits, 2 à 3 fruits par jour, des céréales complètes. Et il faut toujours demander aux patients de manger le fruit et de ne pas boire le jus de fruit. Parce que le fruit, c'est plus de fibres alimentaires. Le jus, il y a plus de vitamines, plus de sucre, plus de sels minéraux, mais il n'y a pas de fibres alimentaires dans les jus. C'est pour ça, en cas de constipation, il faut mieux consommer le fruit que de consommer le jus de fruit. Voilà, donc là, on va passer à un autre thème qui a une relation à peu près de près ou de loin avec les maladies gastro-intestinales. Donc c'est une définition maintenant qui est devenue à la mode, c'est la densité nutritionnelle. Alors qu'est-ce qu'on entend par parler de cette densité nutritionnelle? C'est... Bon, je vous explique c'est quoi. La densité nutritionnelle, plus l'aliment apporte moins de calories et plus de vitamines, plus sa densité nutritionnelle est élevée. فهمتوا؟ C'est-à-dire un aliment qui جبنا شويه ديال les calories mais بزاف ديال les vitamines et les sels minéraux. La densité alimentaire ديالو تتكون طالعه. Donc automatiquement, les biscuits, les pâtisseries, les boissons gazeuses, ils n'apportent pas de vitamines, donc ils ont une densité alimentaire qui est basse. Les fruits et légumes, ils ont une forte densité alimentaire. Et on va voir que les produits laitiers aussi, ils sont bien classés. Regardez. Donc là, on a les légumes, les fruits, après les laits et les yaourts. Donc ils ont une densité alimentaire qui est importante. Pourquoi? Parce qu'ils apportent, comme j'ai dit tout à l'heure, les protéines, les lipides, les glucides, plus les vitamines et les sels minéraux. Donc il n'y a que le fer qui manque dans le lait, mais c'est mieux un aliment complet, parce que dans la nature, il n'y a pas d'aliment complet. Mais qu'il y a un aliment qui contient tous les vitamines, tous les sels minéraux. L'aliment, les qarib un aliment complet, c'est le lait, mais il contient plein de fer. C'est Dieu qui a bien fait les choses. Pardon? Non, il n'est pas complet. Pourquoi? Parce qu'il ne contient pas les lipides. Il contient les protéines. Et en fait, le pain, on l'appelle complet. On l'appelle le pain complet. Pourquoi on l'appelle complet? Parce qu'il apporte beaucoup de vitamines. Il apporte beaucoup de sels minéraux. C'est pour ça qu'on l'appelle complet. C'est le seul aliment, en fait, après Saint-Loge, parce que Saint-Loge, il contient plus de 100 composants alimentaires. Donc le pain complet, il contient beaucoup de sels minéraux, beaucoup de fait la vitamine B1, B2, B3, B6, B9, fait le magnésium, fait le phosphore, fait le potassium, fait les glucides, fait les protéines. Donc là, c'est le pain complet. Donc c'est surtout par rapport aux vitamines et aux sels minéraux. Donc malheureusement, une part importante de la population n'arrive pas à couvrir ses besoins journaliers recommandés en yaourt. Et les yaourts sont reconnus comme essentiels dans une alimentation équilibrée, surtout 2 à 3 par jour, et surtout si vous avez des enfants qui ne veulent pas s'alimenter. Si vous avez des enfants qui ne mangent pas bien, donnez-leur des produits laitiers. Pourquoi? Parce que comme je vais la répéter par la énième fois, c'est des protéines, c'est des lipides et des glucides. Ils apportent les 3 substances énergétiques. Difficile de trouver ces 3 substances énergétiques dans un autre aliment, à part les lectins. Les lectins, ils contiennent aussi les lectins, fait la protéine, lipides et glucides. Mais les lectins, si vous dépassez une cuillère à café par jour, il devient toxique. Donc là, au Maroc, malheureusement, donc on est loin des recommandations par rapport à d'autres pays. On va voir, donc nos voisins, ils consomment beaucoup de lait de produits laitiers par rapport aux nôtres. Donc nous, malheureusement, nous consommons que 62 kg par an et par habitant. Donc, malheureusement, au Maroc, donc, on considère les